rappelle la discussion de la proposition de loi visant à relancer l'organisation des classes de découverte. Et la parole est à Madame Émilie Bonnivard, rapporteure de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Comment on fait ? Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, l'adage est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Les classes de découverte évoquent pour chacun d'entre nous des souvenirs d'enfance que l'on chérit toute sa vie. C'est pourquoi je suis particulièrement honorée aujourd'hui de vous présenter la proposition de loi visant à relancer leur organisation. Merci à tous les groupes politiques de cet hémicycle qui ont unanimement voté pour que nous l'inscrivions lors de cette semaine de l'Assemblée. Les voyages scolaires sont anciens. C'est en 1936, sous le Front populaire, que la première classe de découverte fut organisée dans les Vosges. Une politique favorisée par l'emblématique ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Léo Lagrange. Au sortir de la guerre et jusque dans les années 80, il se développe essentiellement en montagne. C'est l'âge d'or des classes de découverte et de l'éducation populaire. Beaucoup de mairies communistes en particulier acquièrent des centres d'accueil et y envoient tous leurs élèves. Dans les années 80, l'éducation nationale développe à son tour une politique ambitieuse en la matière. Les classes de découverte se diversifient alors et les classes de mer, les classes vertes, se multiplient. Les bénéfices associés au voyage scolaire sont très nombreux. Ils permettent l'acquisition de connaissances et de compétences nouvelles dans un cadre favorisant la curiosité des élèves. Ils sont souvent l'une des premières expériences des enfants loin de leurs parents en collectivité. C'est donc un premier pas vers l'autonomie, la socialisation et la confiance en soi. De l'avis unanime des professeurs, ces expériences vécues loin de l'école renforcent le lien élève-professeur et le groupe classe, avec la possibilité parfois d'identifier des problèmes de harcèlement et autres. Évidemment, enfin, et c'est là un point crucial, les classes de découverte, c'est la lutte contre les inégalités et l'assignation à résidence des enfants de familles modestes. La classe de découverte sera la première occasion de sortir de son milieu, de découvrir la montagne, la mer, la ville, la richesse de notre pays. La richesse que ce départ peut constituer dans l'esprit et le parcours d'un enfant est immense. Ces classes sont porteuses de promesses. Il existe d'autres choses que mon quartier, que mon village, que ma rue, d'autres horizons, et je peux les découvrir. C'est une graine dans l'esprit, le cœur, qui ne disparaîtront jamais et qui pourront contribuer à changer le chemin de vie de ces jeunes. Or, malgré tous les avantages qu'ils procurent, les voyages scolaires font face à de nombreux obstacles. En 1995 puis 1998, 2 accidents tragiques qui ont causé la mort d'enfants et de leurs accompagnants ont mis un coup d'arrêt au départ. Les textes du ministère de l'Éducation deviennent très contraignants. Il est particulièrement difficile, si ce n'est impossible aujourd'hui, de disposer de chiffres précis au niveau national pour évaluer le nombre de classes de découverte et leur évolution ces 30 dernières années. Un des amendements votés en commission permettra d'y remédier. Malgré l'absence de chiffres précis, les acteurs de terrain, qu'il s'agisse des enseignants, des parents d'élèves ou des associations d'éducation populaire, alertent tous. Le nombre de voyages scolaires a drastiquement diminué après la crise Covid et les contraintes qui pèsent sur leur organisation sont devenues bien trop lourdes. Cette PPL vise à lever les 2 premiers et principaux freins au départ. Le premier est celui du financement des voyages scolaires. Le coût des classes de découverte a explosé ces dernières années, bien évidemment, coût des transports, hébergement. Il est de plus en plus difficile de tenir l'objectif d'un reste à charge minimal, voire financièrement supportable pour les familles, condition de possibilité pour que tous les enfants d'une classe puissent partir. Certes, les situations varient beaucoup selon les territoires, en fonction de la mobilisation des moyens des parents d'élèves et des collectivités locales sur leur sujet pour faire baisser le coût pour les familles. Mais il est un acteur qu'on ne voit guère dans ce financement d'État. C'est problématique car c'est l'État. C'est problématique car l'absence de dispositif au niveau national nourrit les inégalités territoriales et l'inéquité entre les enfants en fonction de la commune où ils habitent.
On trouve bien quelques outils de l'État pour aider à financer ces voyages scolaires, mais ils sont très disparates, peu lisibles et peu opérants. Le second frein est celui de la charge administrative, du niveau de responsabilité qui pèse sur l'enseignant organisateur et l'absence totale de reconnaissance et de valorisation de son travail. L'organisation d'un voyage scolaire nécessite de nombreuses heures de préparation. Concernant la période du séjour en lui-même, le temps de travail dépasse largement le cadre habituel puisque les enseignants encadrent les élèves la journée, le soir, la nuit, le mercredi et même parfois le week-end. Ce sont de lourdes responsabilités et un sacrifice ponctuel sur la vie personnelle et le temps du séjour. Je ne parle même pas du niveau de responsabilité des enseignants. La judiciarisation de notre société, où l'on risque un procès si un enfant s'est foulé le poignet lors d'une sortie, freine évidemment beaucoup d'enseignants. La réalité est donc qu'aujourd'hui, les enseignants organisent ces voyages de manière totalement bénévole et mus uniquement par l'immense intérêt qu'ils savent qu'ils représentent pour leurs élèves. Dans ce contexte, si aucune action publique d'ampleur n'est conduite, on continuera d'assister à leur déclin. Le gouvernement semble pourtant avoir pris conscience de ce problème, puisque dans la circulaire du 13 juin 2023, il marque un regain d'intérêt pour le sujet, puisqu'il indique dans cette circulaire, tout élève, quel que soit son milieu social d'origine, doit pouvoir bénéficier d'au moins un voyage scolaire au cours de sa scolarité obligatoire. L'objectif de cette PPL est de se donner les moyens de cet objectif. Les débats que nous avons eus en commission ont été riches et fructueux et ils ont permis d'aboutir au vote de deux articles, les deux articles principaux et de plusieurs autres articles intéressants. Le premier article vise tout d'abord à soutenir financièrement les départs de voyages scolaires par un fonds national d'aide au départ. Nous sanctuarisons ainsi dans la loi le principe et l'existence d'un fonds, ce qui me paraît être un progrès essentiel. Cet article s'inscrit dans la complémentarité d'un amendement que j'ai présenté dans le cadre du PLF 2024, retenu par le gouvernement, qui prévoit 3 millions d'euros pour financer les classes de découverte pour 2024. L'article 2 valorise l'engagement des professeurs à travers une reconnaissance financière. Cet article est essentiel. Il instaure un mécanisme d'indemnisation des enseignants du premier degré qui préparent, organisent et participent au voyage. Par souci de simplicité, nous avons proposé que cette indemnisation s'inscrive dans le cadre du pacte enseignant. Il ne s'agit pas pour moi de donner un avis sur le pacte, mais juste que cette PPL est une chance d'aboutir afin que les enseignants qui aujourd'hui organisent ces voyages soient désormais indemnisés et que ceux qui ne le font pas soient encouragés de le faire. Mon texte initial prévoyait de manière proportionnelle d'attribuer dans l'esprit un quart, demi-part ou part entière de pacte en fonction du nombre de nuitées, et ce à partir d'une nuitée. Nous avions en commission voté un amendement de la majorité fixant à 3 nuitées le seuil minimal ouvrant droit à cette rétribution. Je souhaite que nous puissions arriver à 2 nuitées pour une part de pacte, soit 1 250 € afin d'encourager les séjours de durée moyenne à longue, que le dispositif surtout soit simple et opérant, ce qui me paraît un compromis acceptable. Le travail en commission a également permis d'enrichir le texte avec plusieurs articles. J'y reviendrai. Chers collègues, je souhaiterais conclure en vous expliquant le motif essentiel qui m'a poussée à proposer cette loi qui peut paraître non essentielle ou pas forcément très importante au regard de tous. Mais je souhaiterais vous dire les éléments suivants. Alors que l'école, comme toute la société française, subit des fractures profondes d'ordre social, religieux ou économique, que les parents voient parfois l'école comme une prestation à leur rendre, sachant souvent mieux que les enseignants, grâce au dieu Google ou à tout autre dieu d'ailleurs, ce que leur enfant doit apprendre ou non, la classe de découverte, c'est la résistance à tout cela. C'est la force du projet républicain, de l'égalité, de la laïcité, le refus du repli sur soi. Elle est un moyen unique de faire aimer l'école, car on peut aussi y vivre des choses extraordinaires ensemble. Elles sont une expérience de vie et de joie collective unique dans un cadre républicain. Elles sont un moyen unique de faire connaître et aimer à nos enfants leur pays, la France, dans toute sa richesse, sa beauté et son histoire. J'espère sincèrement que nous pourrons
trouver un accord et voter ensemble cette proposition de loi. Je souhaite remercier les deux administrateurs qui m'ont accompagnée dans sa rédaction, Clémentine et Anthony, qui ont fait un travail extraordinaire, et tous les députés en commission qui ont apporté par leurs amendements des ajouts et des apports essentiels pour que ce texte soit le plus pertinent possible. Je vous remercie.